il est au taquet. Oh, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Vous voyez, chaque fois que voilà, l'antenne est ouverte, je suis en pleine parlotte, discussion. En tout cas, je vous redis, je suis heureuse de vous voir, de vous proposer pour ces vacances une émission. J'espère qu'il vous plaira. J'ai déjà eu mon invité une première fois à Zouk TV, peut-être que vous vous en rappelez. Et bonjour Emma Ndo Essono. Bonjour Juliette. Alias Ketty. C'est oui, ça. Je vous appelais Ketty. Bonjour, eh bien, rappelez à vos téléspectateurs, bienvenue, puisque vous sortez de l'avion de Guadeloupe. Exactement. Vous êtes de Guadeloupe. C'est ça. Enfin, Guadeloupe et Cameroun. En partie. Voilà. Donc, vous venez là pour l'émission de Guadeloupe. Alors, dites-nous un peu. Donc, pour rappel, je suis auteure de livres. Donc, j'étais venue la première fois ici pour présenter mon livre « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente », qui est un récit autobiographique. Et qui a beaucoup plu à nos téléspectateurs, oui. Vraiment. Et c'est vrai que quand j'étais passée, après, j'ai eu beaucoup de retours positifs et de gens qui cherchaient effectivement à se procurer le livre. Mais effectivement, ça a été une émission très riche pour moi, mais je pense aussi pour les spectateurs. Voilà. Et donc, je reviens là avec un deuxième bébé, comme j'aime bien le dire, parce que pour moi, le processus d'écriture et de production d'un livre, c'est un petit peu comme finalement une naissance. Il y a un temps de maturation et puis après, une venue au monde. Et donc voilà, donc je viens ici aux Antilles, donc en Guadeloupe et Martinique, effectivement, pour présenter mon conte Chevalier Oussiré et Princesse Aïssata. Voilà, donc vous l'aurez à l'écran. J'ai fait une petite photo, elle n'est pas très belle, mais vous verrez l'ouvrage à l'écran. Donc Chevalier Oussiré et Princesse Aïssata. C'est un petit conte. Vous voyez un peu? Non, il y a trop de luminosité. Mais je pense que Manuela, si elle l'a reçu, je l'ai envoyé par WhatsApp. C'est pas forcément le meilleur canal. C'est là. Ah oui, si, le voilà. Vous le voyez à l'écran. L'image n'est pas très belle, mais vous voyez. Donc c'est un conte, c'est un petit ouvrage qui se lit facilement, qui a une quarantaine de pages, voilà, avec beaucoup de très belles images. Donc vous n'étiez pas seule, vous aviez un complice pour faire ce livre? Effectivement, donc comme un bébé, il fallait qu'on soit deux pour créer cet ouvrage. Et donc j'ai travaillé avec Jean-Paul Delance, qui est un illustrateur. Voilà, d'origine martiniquaise, et avec qui j'ai eu une très belle collaboration. De base, c'était une personne plutôt initiée à la bande dessinée, parce que c'est vraiment son univers, et en général, à chaque fois qu'il a contribué à des projets, c'était plutôt de la BD et afrocentré. Et donc pour lui, comme il était aussi père de famille, c'était important d'apporter sa pierre à l'édifice pour nos jeunes enfants et de pouvoir contribuer à mettre en image, on va dire, mes idées. Voilà. D'accord. Donc il ne vit pas en Martinique. Donc il ne vit pas en Martinique, voilà. D'accord. Alors, chers amis, je crois que c'est une bonne manière d'aborder ou d'être dans les vacances, si vous voyez l'émission pendant les vacances, et de s'interroger finalement sur le caractère innocent du conte, puisqu'on est censé mettre entre les mains des enfants des contes, les mettre devant des télés qui leur diffusent des dessins animés. On est censé n'y pas voir de malice, n'est-ce pas? C'est innocent, ça n'a pas de conséquences sur l'enfant, et pourtant, on est en pleine comment on va dire ça? On impacte, on forme, on est dans le formatage de l'imaginaire d'enfants, d'un peuple, de toute une société, et si on n'a pas cette culture-là, sans s'en rendre compte. Et ce formatage, il est très important que vous compreniez qu'il ne se fait pas au hasard, et que l'état que nous essayons de guérir après, quand nous sommes un peu vieux, un peu vieilles, ou un peu âgés si vous préférez, cet art-là, malheureusement, c'est dans l'enfance, dans ces moments-là, les moments où on a planté dans nos petites cervelles des images, donc on a formaté notre imaginaire que les choses se passent.
Et donc, on va essayer de décortiquer cet après-midi avec vous. Donc, Emma vous a dit qu'elle a écrit, donc vous êtes de parents guadeloupéens et camerounais. C'est ça. D'accord. Et vous connaissez bien le continent ? Alors, je le connais un peu. J'ai encore pas mal de choses à découvrir du continent. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était une manière justement de me reconnecter aussi à mon africanité. Justement, avec Jean-Paul Delance, on a fait tout un travail aussi iconographique, de recherche des tenues vestimentaires. Enfin, voilà, on voulait vraiment quelque chose qui nous plonge dans l'Afrique. C'est ça. Et oui, vous parlez des couleurs, des formes... de l'habitat aussi, des manières de vivre, etc. Oui. Des symboles. Oui, oui. Alors, j'avais un petit reproche à faire à Jean-Luc, à Jean-Paul. C'était, il a mis la reine ou la femme du roi ou du royaume, il l'a mis à côté dans un petit fauteuil, mais en Égypte antique, dans les royaumes, la femme est assise sur un siège à côté de son mari et elle est au même niveau. Les gens, les peuples qui ont dégradé la femme ne sont pas africains. Malheureusement, avec les colonisations, ça s'est passé puisque dans nos peuples, nos hommes sont devenus... Enfin, ils concurrencent vraiment très positivement le machisme des Occidentaux. Mais non, ça n'est pas africain au départ. Et si vous voulez vous en convaincre, il faut lire, par exemple, Cheikh Anta Diop, qui vous parle des rapports hommes-femmes, de la place que la femme occupait, de son importance. Donc, c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux qu'il l'ait mis sur un fauteuil qui n'est pas un fauteuil royal. Et à côté, donc elle est en plus en contrebas. Donc il y a vraiment une vision de Jean-Paul qui est inconsciente, mais qui véhicule un imaginaire particulier. Donc Jean-Paul, quand vous regardez cette émission, je vous dis de revoir votre copie concernant la femme en Afrique. Elle n'était pas plus bas que son homme et elle était même souvent au-dessus parce qu'elle a dirigé des royaumes, mené de grandes guerres, pour défendre son continent. On parle des Amazones, c'est pas non plus pour rien, même si il faut savoir que l'origine n'est pas forcément afro-africaine, mais bon, voilà. Alors, je vois que vous mettez dans les raisons pour lesquelles vous écrivez cette petite histoire. Donc, vous vouliez aborder le principe de l'estime de soi, l'intuition, l'unité et la complémentarité du masculin et du féminin. D'accord, la complémentarité. Oui. Pas... Alors, effectivement, l'imaginaire de Jean-Paul, s'est peut-être exprimé. C'est vrai que du coup, c'était intéressant de le voir parce que même moi, je ne l'ai pas vu. Donc, ça montre aussi à quel point... non. D'accord. Donc, ça montre à quel point, effectivement, on peut des fois être prisonnier des images qu'on nous impose. En revanche, quand même, mon leitmotiv, il est quand même bien là, sur la complémentarité du masculin, du féminin. Oui. Donc, c'est bien pour ça que, déjà, dès la première... À la fin, c'est elle qui effectivement, qui triomphe, puisque c'est elle qui va chasser le vent glacial, etc. Exactement. Oui, bien sûr. Non, mais on se rattrape toujours d'une façon ou d'une autre, mais il n'empêche que les grands principes sur lesquels reposent les relations, la vision d'une société, d'une civilisation, tout ça, ça nous échappe parce que ce qui est imposé, c'est l'ordre qui est imposé, est un ordre inégalitaire. Et donc la femme est toujours traitée en second plan. En personne un peu de second rang. Et si on ne fait pas attention à ça, on croit que c'est une forme de normalité, alors que c'est la vision occidentale de la femme. Jamais le peuple noir n'a eu cette vision-là. Et je parle des mélanodermes, c'est venu aussi en Inde chez les Dravidiens, quand il y a eu l'invasion des Grecs. Et donc, avec leur histoire d'Ariens, ils ont créé cette... Mais avant l'arrivée des Ariens en Inde, les femmes qui avaient hérité d'ailleurs de la civilisation égyptienne, en tout cas du continent, elles régnaient aussi comme sur le continent. Il y a eu des très, très, très grandes reines en Afrique noire. En Inde, dans l'Inde noire, qui était vraiment la continuité de l'Afrique noire, puisque les Dravidiens viennent du continent. Voilà.
Donc tout ça c'est intéressant. On va essayer de voir avec vous que vous nous disiez d'abord qu'est-ce que vous vouliez faire, pourquoi. Donc le premier ouvrage a servi. Alors est-ce qu'on peut dire à régler des comptes? Alors, je ne dirais pas à régler des comptes, mais en tout cas, à faire le point. Faire le point m'a permis de me réparer déjà moi-même. Oui. Et puis, moi, j'appelle ça un peu un retour à l'équilibre. D'accord. Voilà. Et votre entourage l'a bien compris? Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Voilà, en toute honnêteté, on va dire que ma partie afro-caribéenne l'a plutôt bien accueilli. Après, par exemple, mon beau-père dont je parle, donc, qui est blanc, voilà, le fond, on va dire, il ne l'a pas intégré. Mais ça peut se comprendre. Oui, parce tout à fait. Parce qu'on ne peut pas non plus faire des choses et puis penser qu'on ne sera pas comptable un jour de ce qu'on fait. Exactement. Donc, c'était pas un règlement de compte, mais il y avait des choses à dire. Voilà, il y avait des choses à dire. Moi, voilà, comme je dis, j'avais besoin de mettre des mots sur des choses que j'ai pas bien vécues, des injustices. Oui, beaucoup. Voilà. Il y en avait beaucoup, oui. Donc, du coup, pour moi, ça m'a permis effectivement de dépasser, parce que l'objectif, c'était quand même ça aussi, d'aller de l'avant, de pouvoir aussi analyser, parce que d'être que dans le ressenti, bon, c'est bien, mais ça permet pas forcément d'avancer. Donc, voilà, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai que l'éclairage aussi sociologique que vous aviez apporté lors de l'émission était aussi intéressant. Donc voilà, et force de tout ça, je me suis dit que, moi j'ai commencé à écrire, j'avais 38 ans. Voilà. Et que pendant toutes ces années, je suis passée à côté de moi-même. Même si j'ai fait des tentatives, comme je l'explique dans mon parcours, je suis rentrée dans des mouvements militantistes, j'ai essayé de m'éduquer, de me rééduquer, mais je me rendais compte quand même qu'il y avait un gros déficit encore de mon estime de moi-même. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais encore quelque chose quand même à faire dans l'écriture et que on ne pouvait plus attendre tout ça d'années, je pense, avant de se reconnecter avec soi-même et que ça passe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par, je pense, l'éducation de nos enfants. Donc pour moi, me reconnecter avec moi-même, mais aussi contribuer, on va dire, à l'éducation de nos enfants, c'est effectivement faire tout ce travail d'écriture et d'utiliser le support du conte, parce que pour moi, le conte, effectivement, on raconte une histoire, mais à travers cette histoire, on fait passer des messages, il y a une morale. Pour moi, c'était aussi me reconnecter avec nos traditions, parce qu'avant qu'il y ait l'essor de la télé dans nos salons ou d'Internet, il y avait aussi cette tradition aussi en famille de raconter des histoires et des histoires qui se racontent de manière générationnelle. Alors c'était le projet, l'ambition que j'ai aussi, c'est qu'on puisse avoir d'autres histoires. Moi, j'ai grandi avec Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant, Cendrillon et j'en passe. Voilà, mais j'avais cette prétention de me dire qu'on peut aussi mettre d'autres histoires, d'autres images dans la tête de nos enfants. Aujourd'hui, on est avec Oussiré et Aïssata. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec Le Petit Chaperon Rouge. Mais, voilà, même l'imaginaire de Aïssata et de Oussiré sont un petit peu atteints. Oui. Mais c'est pas grave. Vous voulez rappeler rappeler le titre de votre premier ouvrage? Oui, alors le premier, donc, c'est S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente. Voilà, donc comme je l'ai expliqué, plutôt un récit plutôt assez intimiste, mais avec de l'analyse. Oui, semi-biographique. Alors, vous pouvez revoir l'émission que vous avez beaucoup aimée sur ma chaîne YouTube, Julie Esmeralda officielle. Elle a vraiment intéressé, j'étais moi-même surprise. Alors, je veux dire à ceux qui me disent, me répètent que je parle trop, je ne laisse pas assez parler mes invités. Et moi, je suis là en sociologue. Et je ne suis pas passeuse de parole, ni distributrice de je ne sais quoi, ni journaliste. Donc, quand je suis avec mes invités, quand je trouve que l'analyse n'est pas assez portée sur la sociologie, parce que tout ce que nous faisons
a une dimension sociologique, eh bien, je prends la parole et parfois, je l'occupe un peu, mais c'est juste pour éclairer. Et je remercie Emma qui vient de dire que mes éclairages lui ont permis aussi à elle de voir d'autres dimensions. Ça sert à rien que je vienne vous faire une émission comme tous les autres en font. Moi, je suis sociologue et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai eu envie de faire cette émission pour apporter la dimension sociologique de problématiques que nous ne pensons pas être forcément pouvoir se décliner sous cet angle-là. Voilà pourquoi je parle, mais je ne parle pas trop. Voilà. Alors, donc, on va essayer d'appréhender. Donc, vous avez commencé à expliquer que vous êtes sorti d'un récit un peu semi-biographique, on dira. Il n'était pas romancé forcément, hein, c'était quand même... Non, voilà. Et vous passez... votre deuxième bébé, comme vous l'appelez, c'est assez symbolique, c'est un conte. C'est un conte. Et vous voulez nous expliquer? Donc, vous avez commencé à parler peut-être du fait que c'est une littérature qui n'est pas très abondante pour nos petits. C'est quoi? Alors effectivement, voilà, j'ai pas la prétention de connaître toute la littérature enfantine pour nos enfants, mais de ce que j'observe, j'ai très peu vu de contes, en tout cas revisités, voilà, des nouvelles histoires, on va dire sous forme de contes. On voit beaucoup de choses autour du quotidien, mais pas de contes. Et moi, j'avais vraiment envie d'utiliser vraiment cette fonction du conte-là. C'est effectivement enrichir les imaginaires, mais aussi avoir des histoires qui durent dans le temps. Voilà. Qui puissent aussi réunir les familles et, comme vous l'avez présenté, autour de valeurs qui me sont chères. Donc la complémentarité du masculin et du féminin, donc je m'en expliquerai. Aussi donc l'estime de soi, parce que comme voilà, je l'ai exposé, moi le moteur au départ de l'écriture, ça a été aussi de prendre conscience à quel point la négrophobie m'avait impacté dans ma construction identitaire. Et donc, dans mon capital estime de soi. Et du coup, pour moi, le conte peut aussi être un support pour renforcer aussi l'estime de soi. Parce que, voilà, moi j'ai 40 ans aujourd'hui. Mais j'observe encore quand même qu'effectivement, cette négrophobie présente a manifestement quand même un impact sur nos enfants. Donc voilà. Vous voulez dire, comment vous définissez la négrophobie pour nos téléspectateurs qui ont l'impression que c'est une vue de l'esprit, n'est-ce pas? Alors déjà, voilà, si je dois le définir synthétiquement, donc c'est le racisme anti-noir. Comment il s'observe? Déjà à travers les images. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important qu'il y ait des personnages qui ressemblent à nos enfants. Donc qui nous renvoie directement quand même à un imaginaire. Quand on le voit, on se dit pas forcément que ce sont des enfants qui sont d'origine asiatique ou, je sais pas, d'origine italienne. Du monde, nos enfants du monde, voilà, comme si ils n'avaient pas de figure. Et on vous parle des enfants du monde, mais il n'y a jamais les vôtres dedans. C'est curieux. Tout à fait. Donc voilà, donc déjà la première démarche c'était ça, c'est quand même d'avoir des images dans lesquelles nos enfants puissent se projeter. Il me semble que c'est important. Moi, mais je pense que plein d'entre nous, lorsqu'on a allumé la télé, regardé des livres, on a manqué d'images qui nous ressemblaient tout simplement. Donc pour moi ça c'était important. Me semble-t-il d'images aussi positives, parce que à chaque fois qu'il y avait des images et donc des personnes qui semblaient a priori être proches de nous, on ne peut pas dire que c'était forcément des modèles très positifs. Donc pour moi, c'était important de travailler une esthétique. Ce sont des rôles souvent passifs dans lesquels on enferme des rôles passifs. Donc effectivement, là, ce sont des personnages principaux. Donc il y a un héros et une héroïne. Voilà. Pour moi, c'était important justement que sur la première de couverture, qu'ils soient ensemble. Donc c'est pas une histoire où il y a un héros ou une héroïne. Mais c'est bien les deux, on va le voir, je pense, à travers l'analyse du conte. Mais l'idée, c'était quand même de mettre en évidence que c'était bien la combinaison, donc la complémentarité de ces deux personnages qui vont aussi permettre au royaume de Kama de sortir du chaos. Voilà. Aussi, donc, ce qui était important pour moi, c'est de travailler aussi un peu sur une esthétique. C'est pour ça que je disais avec Jean-Claude, on a aussi Jean-Paul, fait ce travail de recherche aussi
des coiffures, des tenues. Enfin voilà, on voulait quand même des beaux personnages, des personnages qui nous sortent des carcans aussi de la beauté qu'on peut voir de manière générale, c'est-à-dire des cheveux lisses, voilà, des peaux très pâles. Bon, donc c'était important vraiment pour nous qu'on puisse avoir des personnages qui soient aussi beaux à voir et très proches. Oui, et puis Dieu diront que la beauté, elle est à tout le monde. Exactement. Personne n'a à se l'approprier et à venir la vendre parce qu'elle n'est pas bon marché, hein, celle qu'on vend aux nôtres, soi-disant. Donc elle n'est pas bon marché. Donc si on s'approprie par la colonisation les terres des gens, leur imaginaire, leur symbolisme, leur corps, parce que dans l'esthétique dominante, il y a cette appropriation du corps des autres dont on dit qu'ils ne sont pas beaux assez, et donc on leur propose dans des chiffonneries, dans des bazars, ce qu'il faut pour l'habiller. Hein. Donc voilà. Alors vous dédiez ce livre à tous les chevaliers, à toutes les princesses en devenir, originaires de Kama. Donc Kama, vous l'avez utilisé une première fois, ce mot-là signifie c'est l'Afrique. C'est le nom Le nom originel de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà, alors pareil... c'est pour ça que les gens qui viennent de Kama sont appelés des Kémites. Kémites, exactement. Alors pour moi c'était aussi important, alors tout le monde n'identifie pas forcément non plus dans le titre Chevalier Ossiré et Princesse Aïssata, qui sont Ossiré et Princesse Aïssata. Pour moi ce qui était important aussi c'est que les enfants au-delà des images puissent, je dirais de manière un peu subliminale, prendre conscience que finalement ce sont des êtres divins, comme Ossiré qui est Osiris et Aïssata qui est Asset Isis, ou ce qu'on appelle Isis, oui. Donc des personnages divins de l'Égypte antique. Et pour moi c'était important, voilà, déjà de savoir que ces prénoms-là sont des prénoms africains et qui nous renvoient aussi à des êtres grands, des êtres divins. Il y a une belle histoire à connaître derrière Ossiré et derrière Aïssata. Donc c'est aux parents, quand ils auront le livre entre les mains, de penser à raconter aux enfants l'histoire d'Isis et d'Osiris. Hein, ce sont des noms qui vous sont plus familiers, ce sont ceux-là que vous entendez, mais Ossiré et Aïssata sont des... Comment on va dire ça? Pas des avatars, mais des synonymes. Oui, c'est ça. Disons des synonymes de ces. Donc ce sont Isis, Osiris, c'est Osiris dans le langage courant, et Aïssata, c'est Isis. Alors, oui, donc l'histoire, en fait, moi je me suis demandé pourquoi vous avez utilisé le mot chevalier et princesse, comme dans les contes occidentaux. Alors, le livre, quand même, on va dire, a été écrit dans l'espace, on va dire, occidental. Oui. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a repris, on va dire, quelques codes du conte occidental. Mais dans le contenu, ce qui était important, c'était aussi, quelque part, de mettre en évidence à quel point ces contes-là nous ont aussi, justement, formatés. Et comment on peut être, je dirais, un chevalier, ou en tout cas un personnage important, une princesse, donc aussi un personnage important d'une autre manière. Donc l'idée, c'était aussi... Mais à Kama, on n'avait pas de manière de les désigner propre, non? Alors, dites-moi comment on aurait pu... Non, je vous demande, parce que moi je sais, quand on parle de reine, dans les ouvrages qui parlent de reine d'Afrique, etc., on utilise le mot reine, et dans d'autres civilisations aussi. On parlait de pharaon et de roi, mais c'était, c'est un autre niveau. Et je me demandais si le travail qu'on a à faire, nous, sur cette... Parce qu'on a très peu de gens qui s'intéressent à la littérature enfantine de manière rigoureuse. Parce que là, vous avez des tonnes, maintenant, désormais, je dis des tonnes, c'est une manière de... Enfin, vous avez beaucoup, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au royaume et qui sont dans une démarche vraiment volontariste de trouver la vérité, puisqu'on enlève à l'Afrique son histoire. On se l'approprie. Mais donc ils cherchent et ils trouvent, il y a des éléments qui viennent confirmer que
voilà, l'Afrique, l'Égypte antique, tout ça, c'était bien, ça appartient bien aux Africains. Mais pour les enfants, on a très, très peu de recherches. Et du coup, très peu de gens savent comment on éduquait un enfant avant, comment... bon, je sais pour les contes que c'était un outil très, très... Il n'y avait pas d'école, on ne sortait pas les enfants de leur lieu d'habitation pour les enfermer dans des salles loin de chez eux, où, soi-disant, on est... disons que c'est plus neutre, ce sont des lieux plus neutres. Ça ne se faisait pas sur le continent. Les enfants étaient rassemblés, c'était dans leur environnement, et ce sont les contes qui avaient un objectif pédagogique, parce que le conte devait raconter l'histoire, mais aussi prévenir l'enfant contre les dangers, l'alerter, former son imaginaire de groupe, de peuple, et surtout l'instruire. Donc la connaissance, elle était très sensible, hein. C'est-à-dire que il y avait en face quelqu'un qui était un pédagogue, en fait. Et le conte avait une importance extraordinaire. Maintenant, avec la colonisation, tout ça a volé en éclats et on a mis à la place voilà, des contes avec des cheveux blonds et des yeux bleus, des princes et des princesses. C'est vrai que c'est une manière pour moi d'attirer notre attention sur le fait que cet aspect de la culture de Kama mérite qu'on s'y intéresse aussi. Puisque pour nommer les choses, là, on va encore emprunter aux Occidentaux. Et donc, c'est ça c'est le mot qui formate l'imaginaire. Donc, on va rester dans quelque chose qui reste... Mais c'est une étape, en fait. Oui. Il faut juste qu'on soit conscient qu'il y a cette recherche à faire. Vous voyez ? J'entends. Voilà. Non, mais c'est un travail. Moi, bon, je fais plein de recherches sur plein de choses, mais il faudrait qu'on soit une armée de chercheurs, comme je le dis, hein. Donc, vous parlez de... Alors, c'est une histoire merveilleuse, mais c'est un Kama, ou un Kama continent, une Afrique, donc, qui vit, qui nage dans le bonheur, qui vit à son rythme, avec sa nature, sa vision du monde propre, qui vit une vie paisible, heureuse. Oui, alors effectivement, c'est ce qui est présenté dans le conte. Donc, je parlais au départ. Au départ, voilà. Je parlais de l'équilibre, hein, comme aussi notion importante, me semble-t-il. Voilà. Et à mon sens, lorsqu'on parle donc de la négrophobie, donc le racisme anti-noir, ça crée effectivement un déséquilibre donc individuel, collectif, mais on se rend aussi bien compte que le moteur de cette négrophobie aussi, c'est quelque part la prédation de nos écosystèmes, et que ce que j'expose aussi un petit peu dans ce livre, c'est que finalement, au départ, avant qu'il y ait donc cette négrophobie et le chaos, hein, donc la destruction de nos environnements, de la faune, de la flore, effectivement, la vie était paisible, voilà, à Kama. Donc, c'est ce que j'ai un peu voulu relater, en mettant en évidence que finalement, tous les êtres vivants, que ce soit les individus, mais aussi les animaux, enfin voilà, vivaient librement, pouvaient circuler librement, et que c'est quand même après, à un moment donné donc, de l'histoire, du coup je fais aussi un clin d'œil à la colonisation, que du coup effectivement, à un certain moment dans l'histoire, donc l'histoire générale, Kama a connu d'autres temps où effectivement les gens ne peuvent plus circuler librement sur le continent et même en dehors du continent. L'équilibre, nos écosystèmes a été rompu, les relations entre nous modifiées. Donc tout ce qui rendait les gens heureux, voilà, et qui faisait qu'on était en interrelation entre la nature, les hommes et les animaux. Hein, c'est parce que ça occupe une place importante. Et je relis en ce moment... Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire, et je suis fascinée par d'abord la connaissance de l'homme. Mais il y a, en fait, si on n'a pas fait attention à cet ouvrage, on a tort, parce que si on veut vraiment comprendre
les distinctions entre les civilisations, d'où elles viennent et pourquoi nous ne sommes pas des Occidentaux et nous ne le serons jamais. Ben c'est passionnant, l'angle sur lequel il aborde ces différences, sans jamais dénigrer, etc. Mais il parle d'une civilisation de gens du Nord, enfin des Occidentaux, et des gens de la sphère méridionale, donc les gens du Sud. Et il montre qu'à tous les niveaux, les conceptions civilisationnelles sont différentes. C'est vraiment par l'invasion, la colonisation, l'impérialisme que les Noirs vont être amenés à adopter, y compris la religion des Blancs. Mais c'est pour des gens qui veulent comprendre que voilà, ils sont l'objet, ils sont la résultante d'un processus qui ne leur veut pas du bien et ne leur a pas voulu de bien, et qui ne sont pas ceux qu'on dit qu'ils sont. Il faut qu'ils comprennent qu'à un moment de leur histoire, il y a des gens qui ont envahi leur sphère et qui ont déjoué le cours de leur vie, qui ont orienté leur vie comme eux ne l'avaient jamais envisagé. Et cette déviation, enfin cette sorte d'intervention brutale et déterminante, puisqu'aujourd'hui 80% des Africains ne savent pas qui ils sont. Et nous, donc les déportés, les gens qui vivent, nous qui vivons dans ces zones de la Caraïbe de langue française, par exemple, dans les Amériques plus largement, ben, c'est un combat de dire aux gens qu'ils viennent d'ailleurs, d'un autre monde. Pour eux, ils ne sont pas africains. Et quand les gens vous disent « je ne suis pas africain », vous avez le sentiment que s'ils acceptent cette idée-là, qu'ils vont s'effondrer. Et la question, c'est pourquoi est-ce que de déclarer, de reconnaître cette origine-là, ça rend les gens, ça crée autant de malaise chez eux. C'est ce que vous dénoncez, c'est une forme de négrophobie qui est tournée contre soi. Auto-négrophobie, puisque la société est négrophobe. Auto-négrophobe. Donc, Kama, vie heureuse. Voilà, donc vie heureuse et paisible, avec effectivement une certaine... Dans une grande simplicité. Dans une grande simplicité. Une abondance, en fait. C'est ça, et avec une liberté d'être ce qu'elle est. Ce qu'elle est, tout à fait. Voilà, et effectivement, donc au fur et à mesure de l'histoire... Mais donc, dès le départ, dès la deuxième page, vous dites un bruit courait. Voilà. Et on sent venir la catastrophe. Effectivement, donc il y a une menace qui approche de Kama, donc effectivement un bruit qui court, laissant donc entendre qu'il y a un vent glacial, donc venu d'un autre monde. Donc c'est pareil, on est toujours sur effectivement de la métaphore, mais venu d'un autre monde, viendrait en fait détruire le royaume de Kama. Oui, cette paix. Et donc ce qu'on note aussi dans ce vent, donc c'est qu'il fait pas que détruire, c'est-à-dire que quand il arrive, en fait il transforme tout. Et en fait ce qui existait avant n'existe plus. Voilà, disparaît. Et en plus, il est glacial, donc on a une idée alors des changements climatiques et puis de l'adoption aussi de mœurs qui nous viennent d'ailleurs. Mais quand vous avez parlé de menaces, c'était intéressant parce que justement, dans l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, donc je redis, l'unité culturelle de l'Afrique noire, eh bien, il explique que tout ce que les Occidentaux ont créé, y compris dans le domaine du théâtre, de la musique, tout est très dramatique, tout est très, très imposant, très lourd. Et il y a toujours l'idée d'une menace. Et en fait, Cheikh Anta Diop explique que ces personnes, cette civilisation du Nord, elle vivait en permanence dans l'idée qu'il y avait une menace. Donc ça explique tous les comportements, d'ailleurs très agressifs, très violents, l'idée que voilà, ils sont sans arrêt menacés. L'Afrique ne connaissait pas cette... et d'ailleurs, elle a mis, et Cheikh Anta Diop l'explique, elle a mis beaucoup de temps à se protéger, comme vous le dites à la fin du cours. Elle ne comprenait pas, parce qu'elle n'était pas habituée à se dire qu'il y a des ennemis qui vont lui tomber dessus, qu'il faut se protéger. Jusqu'à aujourd'hui, Kama n'a pas d'armée, une armée pour la protéger. Et aujourd'hui, elle est devenue pas
soir. Et puis tous les prédateurs du monde, avec de plus ou moins bonnes intentions, veulent lui dire combien ils l'aiment pour lui arracher ses richesses et surtout toucher à son cerveau, parce que au-delà de tout ce qui se fait avec Bollywood, j'ai vu que maintenant Chinarood est en train de se mettre en marche, se former pour aller former les Africains. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est comme ça que les Blancs ont pris le continent, en ayant... Donc ils veulent déloger les Blancs dans le cerveau, les cervelles des Noirs pour mettre eux leur culture. Donc en fait, ce sont d'autres prédateurs qui disent oui, voyez, nous on vous fait pas de mal comme les Blancs, mais qui reproduisent exactement les méthodes des Blancs. Les modèles, oui. Donc effectivement, et la menace, la menace du vent glacial. Donc raconte aussi ça, c'est-à-dire que le vent glacial transporte avec lui des contes de fées venus d'un autre monde. Voilà. Et pareil, à travers ça, ce que je souhaite mettre en évidence, c'est effectivement de quelle manière, en fait, le processus d'aliénation, en fait, s'établit. Et donc, on va lire si vous voulez bien. Si le vent glacial arrive chez nous, il détruira tout. En plus, s'il transporte des contes de fées venus d'un autre monde, nous ne pourrons plus rythmer les journées avec nos histoires, nos chants et nos sonorités mélodieuses. Qui pourra nous protéger de ce danger? Nous n'avons pas de chevalier au royaume. Et donc le but la perspective dans laquelle le conte est placé, c'est de trouver ce fameux chevalier qui va protéger le royaume. Effectivement, puisque il y a ce bruit qui court qu'il y a une menace qui est imminente et que l'enjeu est de taille. Donc effectivement, on va dire que l'intrigue commence comme ça, effectivement, à la recherche d'un chevalier qui viendrait protéger le royaume. Et donc on se rend compte aussi que, puisque à un moment donné, donc les contes de fées arrivent quand même sur Kama, que Kama commence un petit peu à vivre, on va dire, à l'heure des contes de fées et à s'approprier des codes qu'on retrouve donc dans les contes de fées des Occidentaux. Voilà. Et l'histoire, c'est très intéressant qu'on ait contes de fées auto, parce que le besoin d'enjoliver la vie, de la rendre presque, on va dire, idéale ou idéale, de la rendre paradisiaque, etc., c'est trouver dans le conte ou transposer dans le conte une forme, un imaginaire qui est que, on va rêver le monde qu'on n'a pas. En fait, les Occidentaux ne vivent pas dans un monde merveilleux, le monde merveilleux de Kama, qui n'a pas besoin de contes de fées. Parce qu'il vit sa vie, c'est une vie effectivement d'abondance, de plaisir et de calme. Je ne parle pas de l'arrivée des envahisseurs. Mais chez les Occidentaux, on a besoin d'inventer ces contes de fées. Et le fait qu'on présente dans la formation, l'éducation des enfants, le conte de fées comme une sorte de... je dirais pas de passage obligé, mais quand même, on ne peut pas ne pas lire le soir aux enfants des contes, et on est toujours dans un conte de fées. Donc le fait que ce bouleversement de civilisation, il faut qu'il nous apparaisse, en fait. Et pour parler aux nôtres qui croient que l'ordre du monde tel qu'ils le vivent, c'est cet ordre qui serait universel, alors que c'est un rapport de violence qui a changé les mondes, en fait, qui a éteint le monde d'où on vient, et qui n'avait pas besoin de contes de fées, qui a mis à la place un monde de malheur, de menaces, de méfiance, et qui a besoin pour, on va dire, pour rêver, qui a besoin de créer cette sorte d'atmosphère autour de l'enfance qui serait innocence. Alors que sur le continent, l'enfant n'est pas chargé d'être un innocent. L'enfant a beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, il est un ancêtre qui revient. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas une espèce de petite chose fragile. Alors, je vous dis ça en passant parce que j'avais lu une étude intéressante sur je voulais faire une étude anthropologique sur les maisons de poupées. Chez les Blancs,
chez tous les Occidentaux, tous les Blancs, la maison de poupée, donc la petite maison à miniature, et avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on trouve dans une maison, et ça va de pair avec le besoin de vivre dans un lieu sécurisé, une maison bien fermée, etc., avec des pièces, avec des cases, etc. Ceux que n'avaient pas besoin, n'en avaient pas. Et le modèle d'habitat que nous avons adopté aussi est un modèle d'habitat occidental, parce que sur le continent, la hutte était ouverte, ce qui servait de... Et la vie se passait dans la cour, entre les gens, avec beaucoup d'échanges, etc. Vous voyez, donc, sur le plan anthropologique, on a beaucoup... Si on veut expliquer aux nôtres qui ne croient pas à cette invasion culturelle dans laquelle on vit, eh bien, il faut commencer par des petites choses comme ça. Les histoires, les contes, ça vous montre comment votre imaginaire a été formé. Conditionné. Et ça dit quelque chose aussi de la société qui domine aussi. Absolument. Et comment votre imaginaire a été formé, comment vous avez adopté. Parce que vous avez l'impression que, oui, si vous remontez à 1800, peut-être 1750, pour vous situer dans le temps et dans l'espace, ok, vous allez dire, bon, ben, je suis né avec... des envahisseurs, et voilà, je suis leur enfant adoptif. Ils m'ont transmis leur culture. Mais si vous êtes plus ambitieux que ça, et que vous vous demandez d'où vous venez, parce que nous sommes des entités différentes, nous venons d'horizons différents. Et la question, c'est comment est-ce qu'on a réussi à nous faire changer notre vision du monde, changer l'idée que nous appartenions à une autre civilisation, et croire que celle-là, elle est universelle et que c'est la nôtre. Donc, mine de rien, le petit conte de Emma nous fait faire cette trajectoire-là, redécouvrir, nous reposer les questions des origines. La question des origines, c'est ça que ça pose. C'est ça. Kama, la question des origines. Et vous avez la chance de ressortir de cet univers extraordinaire que Kama retrace un peu, que Emma retrace. Malheureusement, c'est le paradis perdu. Parce que quand les Blancs vous parlent de paradis perdu, d'Éden, etc., sont eux qui ont perdu. Ils ont fait perdre aux Noirs leur paradis. C'est pas le contraire, hein? Parce qu'eux n'en avaient pas. Et bien, c'est pour des raisons historiques que vous devez comprendre. Lisez. Vous allez trouver des réponses. Alors, donc le roi Amon va, pour protéger son royaume, alerter tout le monde et demander qu'on trouve un chevalier. C'est ça. Donc effectivement, il lance un appel, puisque comme on l'a vu, il y avait de base pas de menaces, donc a priori pas de gens pour défendre de manière guerrière le Kama, le continent. Et donc il y a cet appel qui est lancé, mais en vain, puisqu'ils ne trouvent pas de chevalier. Et donc, comme le conte circule un petit peu partout quand même, parce qu'ils ont réussi à se le procurer et à se l'approprier, à un moment donné de l'histoire, donc se révèle un personnage, donc Ossiré, qui de base n'est pas un chevalier, mais qui, à la lecture du conte et en prenant conscience du danger, décide d'être un chevalier. Voilà. Et toute la problématique, on va dire, que j'ai aussi souhaité mettre en évidence, c'est finalement, c'est quoi être quelqu'un d'héroïque, c'est quoi être quelqu'un d'important dans la société, puisque dans les contes venus d'un autre monde, être un chevalier, c'est avoir une armure, c'est avoir une épée, un bouclier, un cheval blanc, enfin voilà, en tout cas, beaucoup d'artifices. Et donc, toute l'histoire va aussi un peu tourner autour de ça. C'est est-ce que être quelqu'un de valeur, c'est forcément avoir des artifices. Une armée une armure, et puis, etc. Oui. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi un chevalier? Oui. Alors, pourquoi un chevalier? Non, mais je veux dire, pourquoi pas il faut lever une armée quand votre continent est en danger. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas. Oui. Mais c'est vrai c'est vrai qu'à travers ça, à travers la façon d'envisager la défense du continent, du royaume, on voit qu'il y a cette question-là. C'était pas nécessaire. Donc, à la limite,
on peut l'envisager à la façon des Blancs, parce que là, c'est envisagé à la façon des Blancs. Hein. C'est l'individu, le héros traditionnel, qui va apparaître dans un monde qui est foncièrement communautaire. C'est-à-dire c'est un monde qui ne conçoit que le groupe d'abord avant l'individu. Donc c'est un monde et pour défendre contre les dangers que Kaman n'avait jamais connus, pour se défendre contre ces dangers-là, voilà, il lui faut une armée. Et le roi Amon veut un chevalier. Oui, alors bon, c'est vrai que c'est une très bonne question. J'avais pas forcément vu ça comme ça, mais effectivement, si on était sur une logique numérique, effectivement, on pourrait dire que peut-être que l'équilibre nécessiterait effectivement d'avoir un petit peu plus. Non, c'est que c'est un vent très vilain, mais voilà. Un vent glacial. Donc voilà. Oui. C'est vrai. Après, l'idée était quand même de reprendre aussi un peu la dualité aussi, donc. De cette entité qui a priori, bon, même si elle est importante, isolée, elle est imposante, mais voilà, mais elle reste isolée. Donc c'est vrai que la question du nombre ne s'est pas posée en ce sens-là. Et aussi après ce que je voulais. Non, la question de l'armée. Oui, enfin quand je dis le nombre, l'armée. Oui, l'armée. Parce que c'est une entité. Hein. Oui, voilà. C'est vrai. Et après l'autre chose, c'est que alors effectivement le roi Amon déclare que il faudrait un chevalier, mais quand on parcourt l'histoire, on se rend compte aussi que finalement ce n'est pas que Ossiré qui finalement va affronter le vent glacial, donc il y aura aussi la contribution à un moment donné lorsqu'elle va aussi elle réaliser sa valeur de Aïssata. Et puis au-delà de ça, donc ça on va dire que c'est le côté visible, et puis dans la dimension invisible il y a aussi les ancêtres, notamment donc le personnage incarné par le personnage grand-mère Mahati, donc qui vient aussi célébrer l'équilibre dans l'histoire, et c'est aussi par cet élan-là, si je peux dire aussi. Donc, c'est pas Ossiré tout seul, voilà, venu de nulle part. C'est aussi par cette force-là. Et il y a aussi cette dualité-là entre le vent glacial, donc un élément un peu immatériel qui se déplace. Enfin voilà. Et puis cet arbre qui est vraiment enraciné dans le sol. Et qui représente la mamie. Qui est représentée par la grand-mère Mahati. Voilà. Et donc c'est on va dire pas une armée au sens classique, mais finalement on se rend compte que c'est quand même toutes ces contributions-là, tous ces apports-là qui vont faire que le vent glacial disparaît. Mais c'est pour sauver les héros. Mais bon, c'est pas moi je trouve que nous on essaye de d'écrire sur nous-mêmes et que dont il nous faut être conscient, c'est que on ne formate pas un peuple comme l'ont fait les Occidentaux pendant des siècles, sans que ça ne laisse de traces. Absolument. Et ce que vous dites très spontanément, et c'est vrai, je n'avais pas vu ça. Parce que ces points aveugles que nous véhiculons en creux, il faut des miroirs pour nous les révéler. Et souvent, si nous ne sommes pas courageux parce que nous avons peur d'être critiqués, peur d'entendre dire du mal, non, je dis aux gens, quand je parle de la vision anthropologique, sociologique, je veux juste dire que d'avoir abordé les problèmes comme vous l'avez fait, ça nous révèle au contraire d'autres choses. Donc il ne faut pas... moi, je vois qu'on est dans le culte du héros, comme les Occidentaux le faisaient, puisque dans leurs films, dans tout ça, c'est ce qu'ils ont présenté. Hein. Et nous sommes impactés par cette vision-là, qu'il y a un individu, ou deux, un couple en l'occurrence, qui mènent la danse et qui sont des héros. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressée à la personne du héros et de l'héroïne. Vous voyez, ce sont des petites choses qu'on a intégrées, mais qu'on n'interroge pas. Et moi, la vision que j'ai qui
part du besoin de déconstruire, en tout cas de comprendre en déconstruisant, et ben ce besoin-là fait que j'interroge même des mots comme ça. C'est quoi un héros? Ça ressemble à quoi? Ça représente quoi? Ça se fabrique comment? Etc. Donc j'ai eu à travailler sur ça, sur ce genre de figure, et c'est vous dire que ça comment vous dire ça, on a aussi une lecture civilisationnelle de comment les individus se situent dans le groupe et comment ils travaillent. Est-ce que c'est le groupe en commun? Parce que je ne veux pas dire que à Kama, il n'y avait pas d'autorité, parce qu'il y a des chefs, il y a des personnes qui représentent tout le groupe, mais ils le représentent en consultant tout le groupe avant d'être une autorité qui est dédié, qui relaie la parole de la communauté. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a bien une entité, mais elle est fondue dans une démarche collectiviste. Absolument. À la base, on a ça, une démarche très. Donc il y a un souci du groupe qui est tout à fait là. Donc c'est pour vous dire que il faut que nous continuions à écrire et à découvrir nous-mêmes nos angles morts, parce que c'est cela le formatage. Et comme nous parlons de contes et donc forcément d'imaginaire, notre imaginaire, il est criblé de trous, de machin, et comme nous n'avons pas, puisqu'on nous a empêchés d'avoir accès à nous-mêmes, nous allons puiser dans ce qui est là, qui est disponible. Mais ce qui est disponible, c'est ce que les envahisseurs nous ont imposé. Et du coup, il faut vivre, il faut écrire, il faut faire des choses. On fait, mais rien. Il ne faut pas se sentir diminué parce qu'on dit oui, là. Et j'invite tous les gens à lire tout ce que nous faisons, puisque nous essayons de nous reprendre en main. Donc tout ce que nous faisons, il faut qu'on le lise pour, voyez, de lire le conte. J'ai mis ensemble un tas de connaissances anthropologiques que j'ai, que je prends dans beaucoup d'ouvrages. Moi, je voulais lire cette petite partie parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris quelque chose d'essentiel, qui est une différence dans les civilisations, mais qui n'est pas pour quelqu'un qui a fait de l'anthropologie, on comprend très bien. On sait décrypter parce que vous alertez en fait sur un certain nombre de dysfonctionnements qui nous viennent de l'invasion d'une civilisation étrangère dans la nôtre. Et ça, c'est important, parce que les nôtres ne le voient pas beaucoup. N'ayant jamais eu de modèle de chevalier, il demanda au roi Amon la permission de lire les contes de fées venus d'un autre monde. Dans ces contes, on racontait qu'il n'y avait jamais de calme. Ce que nous dit Cheikh Anta Diop. Il fallait toujours se protéger d'une menace. C'est ce qu'on a dans la tragédie grecque, dans le ton très dramatique du théâtre, du spectacle chez les Occidentaux. Et la musique aussi. On pense à Wagner, on pense à tous ces gens. Pour cela, il y avait un chevalier prêt à braver tous les dangers. Donc c'était Oussiré. Il possédait une panoplie de combattants. Non, ça c'est dans les contes des Blancs. Donc il possédait une panoplie de combattants. Il avait un cheval blanc, une armure avec un bouclier de fer et une grande épée. Donc là, on est dans les films de... Gladiateurs. Les gladiateurs, voilà. On est dans ça. On est dans ça. Voilà. Donc c'est juste pour... Voyez comment c'est construit. Il y a effectivement une sorte de conscience qui est là, mais qui n'arrive pas à pousser le formatage occidental. Mais la conscience, on sent que vous avez saisi ça. Oui. Et puis c'est là, et donc il y a le truc, c'est ça, la vision qu'on a du conte, du héros, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est là. Mais bon, c'est important qu'on comprenne que, n'ayant jamais eu de modèle de chevalier, il demanda au Amon la permission de lire les contes de fées
venu d'un autre monde. Ça doit alerter les parents qui liront le conte, même les adultes. Moi, je pense qu'il faut le lire. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, lire le conte, puisque je travaille aussi sur l'imaginaire. Ouais. De base, la tradition du conte n'était pas non plus que pour les enfants. Hein. Voilà. Mais effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, pour moi, c'était effectivement important quand même de mettre en évidence que c'est bien parce que ils ont été imprégnés de ce conte qui viennent d'ailleurs, que du coup... il faut opposer des âmes de ces affaires-là. Exactement, voilà. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, voilà, le tout, c'était que, comme je vous dis, d'avoir choisi un chevalier, vous imposez ça, mais vous auriez choisi une armée, ça aurait donné autre chose. Mais, et puis, vous auriez davantage pu puiser dans un apport africain, voilà. Mais bon, donc, du coup, Oussiré va se faire chevalier du royaume pour le défendre contre ce vent glacial qui arrive, qui est très menaçant. Donc, il est peint un peu en blanc translucide, avec un nez très pointu, un blanc bleuté, un nez très pointu, etc. Et une mine, effectivement, qui fait frissonner. Effrayante. Voilà, une mine effrayante. Donc, effectivement, donc on voit bien qu'il vient d'ailleurs. Hein. A priori, il ne vient pas de Kama, ce vent glacial. Et du coup aussi, donc, Oussiré souhaite prendre le titre de chevalier et donc défendre Kama. Et ce que j'ai voulu aussi mettre en évidence, c'est que dans l'histoire, c'est qu'au départ, au premier abord, il n'est pas reconnu justement par le royaume, par le groupe. Il n'est pas reconnu parce que justement tout le monde regarde la valeur de l'autre, donc de ce prétendu chevalier, à travers les codes de ce conte de fées venu d'ailleurs. Donc il n'a pas de valeur parce que a priori il n'a pas les attributs donc que vous avez cités, pas de bouclier, pas d'épée, pas de cheval blanc. Donc il n'a pas les attributs d'un chevalier. Et pour moi, c'était aussi important de mettre ça en évidence parce que c'est un peu ce que j'ai écrit dans mon premier livre, mais que on est souvent prisonnier en fait des attributs que le système occidental nous donne et ce qui nous empêche de voir la valeur profonde que nous avons. Voilà. Et donc, mais c'est ce que lui demande, il veut, elle lui demande, comment elle s'appelle, mamie? Grand-mère Mahati. Grand-mère Mahati. Mais qu'on n'écoute pas, parce que vous dites, comme pour les deux, on verra, mais qu'est-ce que raconte? Qu'est-ce que grand-mère Mahati raconte? Mais elle lui dit, mais... Donc c'est une voix, c'est même pas une présence, c'est une voix. Mon enfant, pourquoi cherches-tu à cacher ce que tu es? Tu n'as pas besoin d'avoir cette panoplie pour être un chevalier. C'est-à-dire pas besoin de cheval blanc, pas besoin de... etc., etc. Mais il ne comprend pas ça parce que sa vision justement du héros, du soldat, c'est celle du chevalier. Et comme ça ne fait pas partie de ses traditions, eh bien, il imagine qu'il lui faut tous ces attributs-là pour être un chevalier. Exactement. Mais elle le ramène à sa réalité, mais... Il est tellement aveuglé. Il est aveuglé parce que le formatage est puissant. Exactement, c'est ça. Alors quand je dis formatage chez un téléspectateur, c'est voilà, le petit cerveau est déjà bien conditionné, manipulé, et même quand vous sentez que c'est pas raisonnable, ben vous êtes dedans parce que c'est plus fort que vous. Hein. Le formatage, c'est bien ça. Hein. Et qu'en plus tout le monde, enfin voilà, la voix dominante vous dit que de toute façon que c'est comme ça que ça tourne. C'est comme ça que ça marche, et puis on y croit. Et puis on a eu le temps. Alors la question c'est, voilà, pourquoi quand même dans notre peuple, on a eu le temps d'être aussi imprégné. Alors il y a la durée, puisque ça fait 2600 ans que le peuple noir est dominé par les mêmes en fait. 2600 ans, donc c'est très long. Il y avait la traite arabo-musulmane, il y a eu toutes sortes de trucs, la colonisation et la néocolonisation, etc. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de encore plus perfide. 2600 ans, quand on parle de formatage des cerveaux d'un peuple, des membres d'un peuple, c'est puissant. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout, le peuple noir sait qu'il existe. Il sait qu'il y a quelque chose qui est à lui
à quoi on l'empêche d'accéder. Et il s'appuie comme il peut. Donc c'est un peu un phénomène de gruyère. Hein. Il s'appuie comme il peut sur voilà, des aspects, peut-être des sortes de survivance mémorielle. Parce que voilà, on ne tue pas un peuple comme ça dans toute sa dimension symbolique. Oui, je partage ça. Alors moi, je n'ai pas forcément, on va dire, d'appui scientifique, mais j'ai ce sentiment-là, c'est que même dans le conditionnement, il y a toujours un espace où en fait le dominant ne peut pas forcément aller. Pas entrer. Voilà. Et je pense que en avoir conscience, parce qu'on n'a pas toujours conscience de cet espace-là, mais avoir conscience de cette marge de manœuvre-là spirituelle qu'on a, je pense que c'est ce qui fait que malgré tout, il y a quand même toujours quelque chose qui vit. Et le peuple noir ne disparaît pas. Ça. Bien que tout est fait pour que ça aille comme ça, dans ce sens-là. Mais c'est intéressant parce que ces petits recoins mémoriels, vous voyez, donc il faut qu'on s'essaye à écrire, qu'on essaye de se dire, en essayant de s'émanciper de ces, voilà, des dominants, des prédateurs. Et c'est en faisant cet exercice qu'on va dire « Ah, là, je suis encore possédée. Là, je le suis. Là, j'ai dit « Tiens, j'ai dit ça, j'ai pas vu. Et pourtant, j'ai relu, j'ai pas vu. » Et cette dimension-là qui apparaît en creux dans notre récit, on va dire, puisqu'il y a des récits nationaux, mais dans notre récit de peuple, il y a encore... à montrer qu'il y a une partie de la construction de ce récit qui nous échappe. Parce qu'il y a des bases qu'on a, disons qu'on ne sait pas encore les utiliser. Oui. Alors moi, je suis vraiment la première. C'est pour ça que je prends aussi tout ce qu'on me dit. Et effectivement, les zones d'ombre que j'aurais pas forcément appréhendées. Parce que moi, je suis la première à considérer en fait que dans ce système-là, on est malade. Hein, et que... on n'est pas malade, mais on est dépossédé. Alors, on est dépossédé, mais c'est ça. Oui, mais du coup, ça a un impact, me semble-t-il, quand même sur notre manière de nous percevoir. Dans la mesure où on ne nous permet pas d'avoir tous les avantages du système qu'on nous force à avaler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai conscience du coup effectivement de cette dépossession et du coup j'ai conscience aussi que je peux avoir des paradoxes parce que je fonctionne à la fois dans ce système-là et en même temps je suis en lutte pour me réapproprier, me retrouver avec moi-même et que effectivement comme vous l'avez dit, on ne peut pas avoir créé tant de dégâts pendant des siècles sans que c'est autant d'incidences. Voilà. Alors ça, j'en ai totalement, en tout cas, conscience et je l'accepte. Voilà. Et je trouve effectivement que qu'on puisse pointer effectivement là où il y a peut-être effectivement des choses encore à travailler, à creuser. Et c'est pour moi essentiel. Et puis aussi... moi, j'aime bien aussi revenir. Par exemple, mon premier livre que j'ai écrit, donc il y a 2 ans, bientôt 2 ans maintenant, j'aime bien revenir dessus parce que ça me permet de voir où j'en suis. Où j'en suis dans mon processus de réappropriation. Où, moi, j'utilise quand même de guérison, le terme de guérison, parce que voilà, j'ai quand même conscience que de vivre dans ce système-là, ça m'a quand même fragilisée. Donc pour moi, c'est aidant aussi à chaque fois de effectivement voir le chemin parcouru, de voir où j'en suis, de voir comment je me réapproprie certains éléments culturels, avec quoi je suis en phase, avec quoi je suis moins en phase. Voilà, je pense que c'est important d'avoir ce regard-là aussi sur soi et sur notre évolution. Oui, voilà. Donc se dire à travers... Donc, le vent glacial va gagner du terrain, il va envahir l'espace et donc vous avez une petite phrase qui revient comme un leitmotiv, les arbres, les fleurs, les fruits qui poussaient à foison, etc., qui dégageaient tout leur potentiel. Moi j'ai souligné, ne dégagez plus, ne regorgez plus, ne volez plus, ne se déplacez plus, n'étez plus heureux, ne rythmez plus. Une série de tout ce que vous avez mis en première page, qui était
ils étaient heureux, ils rythmaient, etc. Tout ça, tout d'un coup, ça s'écrit en négatif. Et le vent glacial avait tout emporté sur son passage. Et on a vraiment, là, quand vous mettez ça en parallèle avec... C'est une symbolique. En fait, le vent glacial, c'est la colonisation, l'invasion de peuples qui sont très violents. Parce qu'ils ne viennent pas en amis. Ils viennent prendre et détruire. Prédater. Et ils détruisent beaucoup. Mais ils ne se contentent pas de détruire le matériel. Ils détruisent aussi le symbolique. Ce qui donne du sens à la vie des gens. Donc il en veut à leur bonheur, il en veut à leur humanité, il en veut à tout. Alors, pas un sauvage dans le sens que eux le déclinent, mais quelque chose de très, très oui. Bon, moi j'appelle ça de l'égoïsme, déshumanisant. Exactement. Mais oui, l'idée était vraiment effectivement, vous avez parlé de la colonisation, mais c'est vraiment ça, de manière imagée. Mais l'idée était vraiment de dire que, dès que ce vent glacial arrive, en fait, tout se transforme, et tout se transforme de manière négative, de manière... je dirais dommageable pour la Kama. Et donc ça a un impact sur les êtres vivants, sur leurs traditions, sur leur faune, leur flore. C'est il n'y a pas d'autre mot, le chaos. Oui, c'est le chaos. Et ça c'est bien parce que on a pensé pendant longtemps que c'était l'économie des peuples des pays africains qui avait été détruite, ou bien ceux des pays des Amériques. Mais en fait c'est tout. Et ça, là, vous le montrez dans cette phrase-là. C'est une totalité, en fait. Puisque un peuple, une civilisation est une totalité. Et je trouve qu'à mesure qu'on comprend justement cette totalité, il y a de plus en plus de spécialistes qui apparaissent chez nous et qui travaillent sur ces dimensions-là. Donc, petit à petit, on réussira à faire des livres, à présenter des choses qui disent vraiment notre vision. Mais je trouve extraordinaire cet effort de se dire, tout en étant dans une sorte de comment on va dire ça, de trou profond. Mais c'est pas un trou dans lequel il n'y a pas de lumière du tout. Mais on cherche à élargir la petite sphère de lumière. Voilà. Et ça, c'est ça le travail qu'on a à faire. Donc, il faut que les gens continuent. Et puis, il y a Aïssata. Voilà, donc il y a Aïssata qui arrive donc dans l'histoire, et elle aussi, du coup, comme le royaume n'est plus rythmé par les sonorités mélodieuses, les histoires du groupe, donc du coup elle se met elle aussi à lire ce conte de fées venu d'un autre monde, et donc elle découvre ce que c'est qu'une princesse, donc dans le regard du monde venu d'ailleurs, donc de l'Occident. Et donc, elle se rend compte que cette princesse, elle est totalement différente d'elle, déjà physiquement. Donc, elle a plein d'artifices qu'elle n'a pas. Et puis, elle se rend compte aussi que pour être une véritable princesse, il faut attendre le prince. Voilà, ou le chevalier. Alors, du coup, ce qui l'invite, elle aussi, à vouloir se transformer. Oui, et ce qui l'inscrit dans un statut... qui est celui d'une femme occidentale. C'est ça. Parce que la femme africaine n'attend pas le prince charmant. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Oui, c'est mais ça. Elle est dans d'autres perspectives. Mais c'est ça. Donc elle lit, elle aussi, des contes venus d'ailleurs, et elle s'imprègne, elle s'identifie finalement en termes de princesse. Le processus d'identification, vous le montrez bien. Il est tellement puissant qu'elle va décider de se mettre des cheveux lisses, de les mettre si longs qu'ils traînent par terre et si jaunes que voilà le contraste entre sa peau foncée et ses cheveux blonds. Et puis elle va se coller aussi des pétales d'hibiscus. Il faut que le chevalier la repère. Il faut que voilà, donc pour être visible, elle va faire tout ça. Donc du coup, elle dit ça, ce qui fait sa négrité disparaît. Elle va se déguiser pour être une princesse à l'occidentale. Voilà. D'accord.
Et puis, elle cherche aussi ailleurs, comme Ousséré. Et il y aura donc mamie. Oh, je sais Grand-mère pas Mahati. Grand-mère Mahati. Je ne sais pas pourquoi je ne retiens pas son nom. Grand-mère Mahati, pourtant ça fait maths. Hein. Oui, vous l'avez inspiré. Ça vous a, enfin, c'est la maths qui vous a inspiré. C'est quoi? Unité, justice et l'équilibre. Équilibre, voilà. Et donc, elle veut devenir une vraie princesse et la grand-mère lui dit, mais pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi tu veux, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Mais elle non plus, elle ne comprend pas. Elle s'étonne d'entendre la grand-mère dire... Et c'est la même grand-mère qui parle à Oussiré et qui parle à Aïssata. C'est important, ça. Oui. Pourquoi c'est la même? Alors, pour moi, c'était important parce que, pareil... dans le groupe, pour moi, les ancêtres sont garants en fait de l'équilibre, de la tradition, et c'était important que ce soit la même personne. Donc, je l'ai symbolisé par une grand-mère parce que, bon, je pense que ça c'est peut-être un petit peu plus personnel, mais voilà, la mienne aussi. Oui, c'est une racine. En fait, c'est une racine puissante. Mais c'est vrai que dans ce monde, dans le monde africain. Les rôles sont partagés, donc il faut que les deux émergent en tant que racines puissantes dans leur complémentarité. Mais c'est une idée. Ça parle beaucoup aux gens comme nous, des Caraïbes, qui ont été un peu abîmés, enfin qui ont été dont la famille a été explosée. Donc c'est vrai que les grands-mères ont joué un rôle dans ces fameuses sociétés dites matrifocales. Elles ont joué un rôle important puisqu'on avait sorti l'homme de son rôle et de son pouvoir. Ok. Alors, donc voilà, donc effectivement, elle a ce rôle de venir un peu éclairer Aïssata, mais qui ne l'entend pas. Pour moi, c'était aussi important de mettre ça en évidence parce que je crois aussi beaucoup ce que j'appelle la stratégie des petites graines. C'est que moi-même, j'ai vécu ça aussi, mais effectivement, des fois, on peut entendre des messages, on fait que les entendre, mais on ne perçoit pas forcément le sens immédiat. Vrai, voilà. Mais pourtant, il est quand même là. Il est là, il reste mais il va germer à un autre moment. Et c'est ça. Et c'était aussi ce que je voulais mettre aussi en évidence, c'est que dans ce système occidental, donc on l'a dit, on peut avoir des fonctionnements totalement paradoxaux, des fonctionnements qui peuvent être totalement même destructeurs pour nous-mêmes. Ah oui, pour soi, oui. Mais qui me semble important, on l'a vécu. Je pense que nos enfants, malheureusement, auront aussi quand même des paradoxes, mais qui me semble important en tant qu'adultes, parents, de continuer quand même à avoir ces messages-là qui, ça je le crois fondamentalement, germent quand même toujours à un moment donné. Voilà. Donc c'était important pour moi que cette grand-mère-là aussi puisse avoir cette fonction-là, à la fois effectivement de lutter contre, on va dire, le chaos apporté par le vent glacial, mais aussi d'avoir ce rôle de messager et de faire fleurir les graines intérieures de nos enfants. En tout cas, même si ni Oussiré ni Aïssata ne comprennent ce qu'elle veut dire, c'est là. C'est là, exactement. C'est là. Mais donc, du coup, c'est quand elle est déguisée complètement qu'elle dit « je suis une vraie princesse ». Voilà. Et c'est très intéressant parce que dans ce que font nos femmes aujourd'hui, on a le sentiment qu'elles se déguisent. Et peu importe... la mesure, l'adéquation, la cohérence entre ce qu'elles se mettent. On a vraiment le sentiment que ce sont les attributs, en fait, de l'Occident qu'il leur faut. Mais pour moi, d'ailleurs, je l'ai dit récemment, je ne crois pas qu'on soit dans une recherche esthétique, dans une quête de la beauté, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on cherche la beauté en s'enlaidissant, puisque en utilisant les accessoires des Occidentaux, on s'enlaidit. Donc il y a un phénomène intéressant à analyser là, cette sorte de recherche, de quête qui en fait adoptait les attributs des Occidentaux pour considérer qu'on est... Là, quand elle dit « je suis une vraie princesse maintenant »,
c'est quand elle s'est mis des cheveux blonds et puis qu'elle a fait tout ce que... Voilà, pour créer... Elle s'est créée la panoplie de la princesse. Elle trouva dans sa chambre de grands fils d'or pour cacher sa chevelure naturelle et arborer des cheveux lisses et si longs qu'ils caressaient le plancher. Puis elle a fait d'autres choses pour changer la couleur de sa plus belle robe, etc., pour que le chevalier la repère, etc. Donc, elle s'était mise aussi un collier qui brillait de mille feux. Donc, elle s'est rendue princesse en utilisant les attributs d'une culture hétéronome, comme on dit, qui est à l'extérieur d'elle. Ok. Et puis les deux vont se rencontrer. Voilà, les deux vont se rencontrer. Donc, alors avec du coup un regard aussi très conditionné finalement, puisque elle ne perçoit pas Oussiré comme un chevalier, puisqu'il ne ressemble pas finalement au chevalier qu'elle a eu dans les contes de fées. Et lui aussi ne l'aperçoit pas comme une princesse, puisque, bon, même si elle a essayé d'avoir tous les attributs d'une dite princesse, à ses yeux, ce n'est pas la Belle au bois dormant ou la Cendrillon des contes de fées. Okay. Donc, pareil, là-dedans, pour moi, il y avait aussi un petit clin d'œil à ce que j'ai pu vivre, mais aussi observer de nos fonctionnements sur c'est quoi être quelqu'un de valeur dans le regard d'un homme et quelqu'un de valeur dans le regard d'une femme lorsqu'on est noir, on va dire, dans cette société. Et que, en tout cas, moi... Et chacun se moque de l'autre, voilà, en fait. C'est ça. Et donc, il y a une rupture dans le couple. Exactement, une rupture dans le couple, une rupture dans le lien, et surtout de la dévalorisation totale. Oui, parce qu'ils se moquent l'un de l'autre. Exactement. Et ils ont fait les mêmes erreurs, mais ils sont persuadés que l'un est meilleur que l'autre. Voilà. C'est étonnant. C'est ça. Et il va même, du coup, s'installer un peu de compétition, du coup, tout de suite, dans, on va dire, cette relation... en fait, je suis plus capable que toi d'adopter les mœurs de l'étranger attendu pour être dans un vrai rôle. Voilà. Un peu, ça me fait penser aux intellectuels. Pour parler, il y a des postures, il y a des machins. Si vous ne parlez pas comme ça, il y a des postures que les universités occidentaux ont fixées et les nôtres passent beaucoup de temps à essayer de dupliquer ces postures-là. Je trouve ça, même à la télé, je trouve ça très, très étonnant. Il y a tellement d'espace, mais effectivement... Mais dans tout, vous voyez, le modèle dans lequel nous vivons n'est pas produit par nous. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps à faire comme à se déguiser, etc. Ouais. Tout en n'étant jamais reconnu. Enfin, c'est ça exactement. Et c'est ça qui nous sauve. Oui. Je l'ai déjà dit une fois. C'est ça qui nous sauve. C'est vrai. Parce que si on nous avait accepté, assimilé, si on nous acceptait totalement, nous aurions disparu en tant que peuple. C'est vrai. On aurait juste une pâle petite couleur foncée, mais on aurait une civilisation détruite. Alors que là, grâce à la je ne sais pas s'il faut dire l'égoïsme, c'est plutôt la façon qu'ont ces gens-là de mépriser, de rejeter, alors que c'est plutôt dans leur comportement qu'on trouve à mépriser des choses. Cette façon-là, en fait, elle est contre-productive par rapport à leur projet de nous assimiler et de nous faire disparaître. Et en même temps, donc, comme c'est contre-productif, c'est ce qui nous sauve. Et c'est pour ça que je dis aux gens, continuez à travailler, à lire, à vous chercher. Vous venez de deux branches de la civilisation, de l'humanité différentes. Enfin, voilà, on est tous des humains, mais enfin... les cultures, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas dans le sang qu'il faut aller chercher, mais dans vos cultures. Et là, on parle de civilisation qui formate une civilisation qui fait main basse sur la vôtre et qui la domine totalement. Et c'est dans ça qu'on est. Et c'est bien rendu dans le récit. Alors, donc ils sont tous les deux en train de se moquer l'un de l'autre. Voilà, donc à se dévaloriser. Voilà. Et puis, donc ce que j'ai voulu mettre en évidence, effectivement, donc l'un comme l'autre, du coup, a du mal à accepter l'autre, à le considérer. Et à un moment donné de l'histoire, Aïssata... on ne va pas raconter toute l'histoire. Oui. On va laisser un petit peu de suspense pour nos lecteurs. Mais
En même temps, on n'a pas vraiment dit comment les choses se passent. Hein. Cependant, donc il va se passer quelque chose puisque ils vont trouver le moyen de. Donc ils vont trouver quand même le moyen, à un moment donné, quand même, de faire union et de combattre le vent glacial. Et donc ils vont faire union à partir du moment où l'un comme l'autre déjà prend conscience justement de sa valeur, de la contribution qu'il peut apporter, enfin de la contribution mutuelle que l'un et l'autre peuvent apporter. Donc voilà, Osiré va se révéler dans l'expérience, hein, parce que bien qu'il n'ait pas de cheval blanc, d'épée, de bouclier, etc., mais il va se révéler en fait dans la lutte, hein, tout simplement. Et Aïssata aussi, du coup, va... Ils vont croire l'un dans l'autre, voilà, en fait. C'est ça. Parce que quand vous dites chevalier Osiré, je crois en ta force. Exactement, c'est ça. Ils sont conscients qu'il faut changer le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Et puis se regarder vraiment. Et vraiment, effectivement, vraiment de l'intérieur. Et aussi prendre conscience que c'est aussi ensemble qu'ils vont pouvoir aussi agir. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, à partir du moment où cette collaboration, cette coopération s'établit, donc effectivement, ils arrivent à vaincre le vent glacial et le faire disparaître totalement. Et aussi, ce qu'on note, c'est que du coup, à partir du moment où cet équilibre-là, donc ce que j'appelle la complémentarité du masculin et du féminin s'exprime, l'équilibre réapparaît aussi. C'est ça. Voilà. Donc l'équilibre, c'est-à-dire que de nouveau la nature redevient luxuriante, voilà, les fruits poussent à foison, les animaux peuvent vivre librement. La vie qui avait été bousculée, bouleversée, reprend son cours. Exactement. Et on disait aux gens que quand les Blancs ont commencé à parler du paradis, ils l'avaient découvert en Afrique. Et je nous connais, on a été tellement manipulés pour ne pas croire que le beau et la beauté et le bonheur peuvent venir de nous. Je sais que les premiers qui diront non, qu'est-ce que vous racontez là, regardez les guerres en Afrique, mais ils vont pas faire le lien entre le fait de ce vent glacial qui est arrivé et qui a complètement déstructuré la vie des peuples, etc. Ils vont dire regardez les guerres, mais quand les Blancs arrivent sur le continent, c'est une guerre. C'est l'Éden, c'est ce qu'ils ont appelé l'Éden. Mais c'est le début de la catastrophe, mais ils trouvent l'Éden et ils sont habités où ils développent une forme de jalousie incroyable. Ce bonheur-là, ils le veulent, mais ils ne veulent pas le partager parce que sur le continent, on veut partager. Jusqu'à aujourd'hui, on dit aux Européens, les matières premières, on peut les partager à condition que vous payiez le prix, même 50-50 pour chacun. Ils ne veulent pas. Ils veulent toutes ces matières premières gratuitement et pour ça, ils tuent. Gratuitement et que pour eux. Mais c'est bien ce que je dis. C'est pour eux. Ils ne veulent pas partager alors que l'Éden et tout le bonheur qu'ils voyaient, même ceux qui sont convaincus qu'il y a du bonheur, le bonheur se trouve en Afrique, ils y vont et puis ils veulent devenir prince, princesse, ce sont eux qui dirigent les Africains. Il y a vraiment un problème de front frontal avec ces visions, ces postures-là, parce que on sent que ce sont des gens très jeunes en fait, mais dans cette volonté de dominer, d'écraser, ils ont réussi à écraser ce qu'il y avait de beaucoup plus vieux qu'eux, de millénaires. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc on vous laisse découvrir la fin. On vous dit juste que voilà, les belles couleurs reviennent, l'harmonie, et ils vont se marier et on espère ils auront beaucoup d'enfants pour faire comme les Blancs qui terminent leur conte avec ça, mais c'est pas dans le conte de Emma. Mais en tout cas, ils vont s'épouser et l'unité mariale du couple, etc. va être, on va dire, va trouver son aboutissement. C'est ça. Dans un couple heureux, hein, avec
beaucoup plus serein, beaucoup moins torturé que lorsqu'ils essayaient d'imiter, d'habiter des corps, des postures de prince et de chevalier et de princesse. Voilà. Donc, nous, on a pratiquement fait notre job, on a terminé. Hein, Emma. Ce que je voulais qu'on voit, c'est la question de l'identification pour parler aux parents. Oui. Donc, voilà, chers parents, rien qu'avec ce petit ouvrage, nous avons parcouru beaucoup de l'histoire, de votre histoire. Alors, il y a la vôtre et puis il y a celle de ceux qui écoutent et qui trouvent ça intéressant et qui aimeraient connaître. Donc, c'est pas fermé. Mais effectivement, il faut prendre le temps de parler de soi. Et le problème avec nous, avec ceux qui vivent avec nous, c'est que quand on ne parle pas d'eux, ils se sentent très malheureux et ils crient au loup. Mais quand ils ont à s'isoler pour parler d'eux, ils le font vraiment dans l'entre-soi, sans jamais nous mentionner. Donc il y a des fois, des moments où il faut pouvoir dire « je veux parler de moi ». Moi maintenant, ici et maintenant, toute seule, tout seul. Et donc, ce conte-là, qui n'exclut pas l'aliénation que nous subissons, a la volonté de dire que, à travers les méandres des difficultés qu'on traverse, on peut finir par se trouver. C'est ça, effectivement. Ouais. C'est bien résumé. Voilà, dites-le si vous voulez, parce qu'il va falloir qu'on... Donc, je parlais de l'identification. Oui, donc l'identification, pour moi, il y a plein de choses. Mais c'est vraiment, je pense, me semble-t-il, la première chose quand même... à mon sens, on a vraiment été dénaturé par les images. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout un univers visuel à vraiment redévelopper, à recréer. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est vraiment il y a deux formes d'image, effectivement. Il y a l'image support, c'est celle qui impacte la vision et qui crée aussi. Mais il y a l'imaginaire qui est formé d'images. Imaginaire est formé d'images, mais que le cerveau lui-même développe. Mais les deux sont corrélés. Oui, mais moi je parlais des deux différemment. Ouais. Quand nous, sur le continent, on forme l'esprit de nos enfants, voilà, voilà. Merci Manuela de nous dire que l'heure est passée. Donc on a cet imaginaire-là et les images qui sont aussi celles qui sont imposées. Oui. Donc vous comprenez que quand les enfants lisent des contes qui ne sont pas d'eux, ou quand ils voient à la télé des dessins animés où ils ne sont pas représentés, que leur image est formatée pour les transformer en quelque chose d'autre que ce qu'ils sont eux-mêmes. Merci Emma d'avoir été là. Merci à vous Juliette, c'était un plaisir. Donc j'en profite juste, on a 2 petites secondes pour dire où est-ce qu'on peut trouver le conte. Dites-le. Parce que... Alors donc en Guadeloupe et en Martinique, vous pouvez le retrouver donc à Cultura, donc qui est l'ancienne librairie antillaise. Voilà, à Cultura. Bon. Merci à Zouk TV, merci à Manuela et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.